Sous les forêts, les rivières et les villes du Canada se cache un réseau invisible d'acier, un réseau qui alimente son économie et lui donne du poids politique. Vous voyez, le Canada est l'un des plus grands producteurs d'énergie au monde et le pétrole brut est sa vache à lait. Des milliards de dollars circulent chaque année dans ces pipelines, mais presque tout, en fait 98%, va directement aux États-Unis. Et alors que les Américains sont très progressistes quand l'essence est à 1,50 $, ils redécouvrent le patriotisme quand elle est plus chère. Maintenant que Trump abandonne le libre-échange et se penche sur le protectionnisme, les vulnérabilités économiques du Canada ont été mises à nu. Le Canada dépend tellement des États-Unis pour ses exportations de pétrole que même si un tarif de 10% était appliqué, il n'aurait d'autre choix que de continuer à vendre aux États-Unis. Il est donc essentiel d'avoir des acheteurs alternatifs pour les exportations d'énergie. Ce pipeline de 1150 km de long, surnommé l'expansion Trans Mountain, fait précisément cela. Il exportera le pétrole canadien à l'étranger. Ouvert en 2024, le projet a été encombré de controverses, coûtant environ 25 milliards de dollars et durant plus de 12 ans en développement. Mais maintenant, c'est aussi plus qu'un simple pipeline. C'est une occasion d'avoir une conversation différente, de réduire l'interdépendance et de renforcer la souveraineté du Canada. Au milieu du discours renouvelé suscité par la rhétorique de Trump, il y a une volonté croissante d'élargir le réseau de pipeline du Canada, avec Energy East et Northern Gateway qui émergent comme des propositions clés. Des projets comme ceux-ci sont nécessaires pour protéger les intérêts économiques et politiques du Canada. Mais alors que le Canada suit un cours intensif en géopolitique, il est sur le point de découvrir que l'innocence n'est pas un bouclier et l'ignorance n'est pas une excuse. Dans la plupart des économies avancées, être en ligne tous les jours est la norme, mais rester connecté peut devenir vraiment cher lorsque vous voyagez à l'étranger. C'est là qu'intervient le sponsor d'aujourd'hui, Salé. Salé propose des forfaits de données abordables dans plus de 200 destinations à travers le monde. Ils font cela avec une e-Subscriber Identity Module, une version numérique d'une carte Subscriber Identity Module qui est déjà intégrée dans la plupart des téléphones modernes. Elle fonctionne comme une Subscriber Identity Module ordinaire, mais sans insertion nécessaire dans votre téléphone. Téléchargez l'application Saili sur votre téléphone, choisissez un forfait pour le pays de destination et activez-le avant votre vol. À l'atterrissage, vous serez déjà connecté. Facile à configurer et moins cher que les cartes Subscriber Identity Module locales. Et si quelque chose ne va pas, Saili a un support 24 heures sur 7. Ils vous rembourseront même si votre téléphone mobile ne prend pas en charge les services SIM pour une raison quelconque. De plus, en vous inscrivant, vous soutiendrez Caspian Report pour produire plus de contenu. Les publicités YouTube seules ne couvrent pas les coûts de production. Nous avons besoin de sponsors pour continuer. Alors allez sur saili.com/Caspian Report, téléchargez Saili et utilisez le code promo Caspian Report pour obtenir 15% de réduction sur n'importe lequel de vos plans choisis. Le pétrole et le gaz représentent 5% de l'économie du Canada et c'est l'une des rares industries en croissance dans le pays. Pratiquement tout le pétrole brut provient de l'Alberta, dans l'ouest du Canada, où les sables bitumineux produisent des millions de barils de pétrole épais et goudronneux chaque jour. Néanmoins, la majorité de ce pétrole n'est pas envoyé à des acheteurs internationaux, mais plutôt expédié vers les États-Unis, en particulier dans le Midwest. Longtemps, le Canada a approuvé cela. Les États-Unis sont un marché massif avec un appétit insatiable pour l'énergie, donc les deux pays en sont venus à dépendre l'un de l'autre. Cependant, ces derniers temps, cette interdépendance est devenue de plus en plus préjudiciable aux intérêts du Canada et pas seulement à cause de Trump et de ses tarifs. Toute nation qui mise sur un seul acheteur joue avec son avenir et le fait d'opérer sur un seul marché a fait baisser le prix du pétrole brut canadien. Il est plus bas qu'il ne devrait l'être. Entre-temps, une part croissante de la demande pétrolière mondiale émane d'Asie. Le Canada essaie de vendre plus de pétrole là-bas depuis des années. Cependant, le problème est que l'Alberta est enclavée. Elle est à des centaines de kilomètres de chaque côte, ce qui rend difficile l'expédition de pétrole à l'étranger.
Le pipeline Trans Mountain original, bâti en 1953, a abordé ce problème. Il est devenu le seul moyen de transporter le pétrole de l'Alberta à la côte Pacifique pour les expéditions à l'étranger. Néanmoins, dans les décennies qui ont suivi, l'industrie pétrolière du Canada a grandi plus vite que ces pipelines ne pouvaient gérer. Aux États-Unis a augmenté en conséquence, mais un surplus de pétrole brut s'est accumulé. Au cours des 10 dernières années, par exemple, la production de pétrole est passée de 3,7 millions de barils par jour en 2014 à bien plus de 5 millions en 2024. Il y avait beaucoup de place pour atteindre de nouveaux marchés, c'est-à-dire si la capacité de l'oléoduc Trans Mountain pouvait être augmentée. Également en 2013, le géant de l'énergie Kinder Morgan a proposé de moderniser l'oléoduc. Au début, le projet d'expansion était estimé à environ 4 milliards de dollars. Mais le coût a considérablement augmenté au fil des ans en raison des retards causés par les protestations de groupes environnementaux et indigènes. En 2018, les investisseurs privés ont finalement reculé, jugeant le projet trop risqué. C'est alors que le gouvernement est intervenu et a acheté le pipeline à Kinder Morgan. L'administration Trudeau avait un grand objectif stratégique. Dépendre moins des États-Unis et vendre du pétrole à l'étranger à des prix plus élevés. Le Canada a immédiatement commencé à développer son infrastructure. Cela comprenait près de 200 km de pipelines réactivés, 19 nouveaux réservoirs de stockage et 3 nouveaux quais d'expédition au terminal maritime de Westridge, près de Vancouver. Au total, l'expansion a triplé la capacité d'exportation du Canada de 300 000 à 900 000 barils de pétrole par jour, juste au moment où Trudeau a jeté son dévolu sur les marchés du Japon, de la Chine et de l'Inde. Enfin achevée en mai 2024, l'expansion promet de gros retours. Selon le gouvernement fédéral, cela générera 73 milliards en dollars canadiens pour les producteurs sur 20 ans, tout en augmentant les revenus gouvernementaux de 46 milliards en dollars canadiens. Pour mettre en contexte, cela se convertit en 51 milliards de dollars et 32 milliards en dollars américains. Pour Trudeau, l'achèvement du projet est un soulagement. Son gouvernement a été vivement critiqué par les militants environnementaux pour avoir acheté l'oléoduc en premier lieu. En 2020, les protestations se sont intensifiées lorsque des groupes autochtones et des activistes ont érigé des barrages ferroviaires à travers le Canada, perturbant les services de train de marchandises et de passagers pendant des semaines. Cette impasse a exercé une pression immense sur le gouvernement et a forcé des négociations d'urgence. Ces perturbations sont devenues symboliques du mouvement plus large contre l'expansion des combustibles fossiles. Ils renforcent l'argument selon lequel l'augmentation de la production de pétrole et de gaz entraverait les efforts du Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il va sans dire que la construction de pipelines au Canada est devenue de plus en plus compliquée et l'expansion de Trans Mountain pourrait bien être la dernière en son genre. Les pipelines tracent des chemins que la politique ne peut effacer. Bien que l'expansion de Trans Mountain ait réduit l'interdépendance du Canada, les États-Unis sont et resteront le plus grand client du Canada. Mais ce n'est pas tout. Le Canada dépend également des États-Unis pour la distribution intérieure. Pour clarifier, l'Alberta a construit un vaste réseau de pipelines pour envoyer son pétrole vers les raffineries et les ports au Canada et aux États-Unis. Cependant, la plupart de ces pipelines passent par les États-Unis où ils vont directement, même le pétrole albertain destiné à l'est du Canada. Alors ça fonctionne comme ça, le pétrole utilisé en Ontario et au Québec voyage à travers un pipeline qui part du Canada vers les États-Unis, puis revient au Canada. Et donc, le Canada dépend non seulement du marché unique américain pour ses exportations, mais aussi de la distribution intérieure. C'est une mauvaise main à avoir avec Trump au pouvoir. La seule façon pour le Canada de surmonter cela est de construire plus de pipelines vers ses côtes et de chercher de nouveaux acheteurs de plans précédemment annulés. Énergie Est et Northern Gateway reviennent sans cesse maintenant.
L'idée est de transporter le pétrole albertan directement vers les côtes Pacifique et Atlantique, puis de l'exporter à travers le monde. Énergie. ETH est un projet de pipeline de 4600 km qui vise à transporter plus d'1 million de barils de pétrole par jour de l'Alberta et de la Saskatchewan vers les raffineries et les terminaux d'exportation de l'Est du Canada, principalement au Nouveau-Brunswick. Pendant ce temps, Northern Gateway, d'une longueur de 1173 km, cherche à transporter environ un demi-million de barils de pétrole albertan par jour vers un terminal maritime à Kitimat, en Colombie-Britannique, pour l'exportation vers les marchés asiatiques. Si ces deux projets sont mis en œuvre, tout comme l'expansion de Trans Mountain, ils renforceront la souveraineté du Canada, lui donnant beaucoup plus de marge de négociation avec une Amérique protectionniste. Cependant, le Canada fait toujours face à une opposition interne considérable. Energy East et Northern Gateway ont été critiqués pour de nombreuses raisons, y compris un manque de soutien du gouvernement fédéral, des réactions négatives du Québec et de l'Ontario, et des préoccupations environnementales. Il a donc été difficile de mettre tout le monde d'accord, mais la rhétorique de Trump a changé la donne. Maintenant que le Canada pourrait faire face à une guerre commerciale, le discours politique est ouvert à une réflexion interne plus profonde. Ce qui était impensable auparavant fait désormais l'objet de négociations. Si les législateurs canadiens peuvent rassembler le consensus nécessaire, ils pourraient construire l'énergie à l'Est et la porte du Nord et renforcer la résilience à long terme du pays. Pour l'instant, tout est question d'impact. Supposons que l'impasse avec Trump s'intensifie et que le Canada commence à avoir des files d'attente aux stations-service, des pénuries et d'autres problèmes. Dans ce cas, les législateurs canadiens pourraient décider que la sécurité de l'approvisionnement est plus importante que certaines des raisons pour lesquelles ils s'opposent à ces pipelines. Cependant, le plus grand obstacle est de savoir qui paierait pour ces pipelines, car les coûts seraient astronomiques. Alors que Northern Gateway a à peu près la même longueur que l'extension de Trans Mountain et coûterait donc probablement 25 milliards de dollars similaires, Eastern Energy est 4 fois plus long, et donc probablement 4 fois le prix. De plus, les entreprises impliquées dans ces deux pipelines annulés, Enbridge pour Northern Gateway et Southbow pour Energy East, n'ont aucun intérêt à les relancer. Certes, si aucune entreprise privée n'intervient, le gouvernement fédéral pourrait le faire, comme il l'a fait avec l'extension de Trans Mountain. Cependant, la seule façon pour le gouvernement de justifier de tels projets coûteux et controversés est s'il y a une approbation nationale pour eux. Si le Canada décide d'agir ainsi en tant que nation, il en a le pouvoir. Mais cela va nécessiter beaucoup de législateurs travaillant en union pour trouver un terrain d'entente. Cela fait longtemps que le Canada n'a pas fait cela. Cependant, avec Trump au pouvoir, il y a une opportunité de rassembler les Canadiens. Récemment, les 5 anciens premiers ministres canadiens encore en vie ont publié une lettre ouverte commune, disant qu'ils ont été témoins de la montée de la fierté et du patriotisme canadien face aux menaces et aux insultes de Donald Trump. Ainsi, la direction canadienne pourrait compter sur l'antagonisme de Trump et l'utiliser pour mobiliser son public et construire l'infrastructure énergétique nécessaire pour assurer son indépendance. Après tout, l'hostilité construit des ponts plus rapidement que la diplomatie. J'ai été votre hôte, Shirvan de Caspian Report. Si vous approuvez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, appuyer sur le bouton « J'aime » et peut-être partager la vidéo. Merci pour votre temps et au revoir.